Merci. Je vous propose de vous asseoir. Tout à l'heure, Christian du Tertre, il y aura une petite table ronde avec Erwan Trottal et je vous invite à intervenir au même titre que tout le public. Et puis, je crois, Elodie, que c'est maintenant que je te dis en piste. Ouais, c'est à moi. Alors, parmi vous, il y a sûrement des super jongleurs avec des chiffres ou des acrobates du budget ou bien des gardiens de talent, voire même des funambules citoyens. Je vais commencer par vous présenter TEREFC. Qui sommes-nous? Alors, c'est une association qui a été créée il y a 4 ans par un groupe de chefs d'entreprise qui ont fait le pari un peu fou et que je remercie depuis de me confier la direction de cette structure avec pour mission de pouvoir créer des possibles afin de bâtir une économie plus soutenable. Moi, rien que ça, je kiffe. Mes enfants qui sont avant-dernier rang le savent. Nous avons 3 grands métiers. Un premier métier qui est de faire de la sensibilisation, comme ce soir. On a organisé près d'une centaine de conférences ces dernières années et rassemblé plus de 3200 personnes qui, tout comme vous, des élus, des citoyens, des développeurs économiques, des dirigeants, des managers, des cadres, des enfants, un petit peu. Voilà, s'intéresse à comment est-ce qu'on peut faire économie autrement. Dans notre cœur d'activité, notre raison de fonctionner au quotidien, c'est d'animer un réseau d'adhérents, qui sont 35 aujourd'hui, un réseau d'adhérents qui viennent réfléchir ensemble, s'entraider, un peu comme on pourrait s'aider à monter à une corde, euh, pour pouvoir arriver à trouver des solutions ensemble, faire émerger des coopérations et innover, toujours avec une visée développement durable. Ça, c'est vraiment quelque chose qui nous caractérise tous très fortement. Et puis, ce n'est pas tout. On a encore un troisième domaine d'activité qui est l'accompagnement. On a eu la chance d'avoir 65 entreprises ces dernières années qui nous ont fait confiance. En termes d'accompagnement, on monte ce qu'on appelle des formations-actions. On rassemble des collectifs sous forme d'actions collectives et on vient les accompagner en collectif et en individuel. Il y a de l'accompagnement personnalisé. Pour faire tout ça, eh bien, on a la chance en Occitanie d'avoir un réseau de 10 accompagnateurs qui ont des compétences pluridisciplinaires, des gens qui sont spécialisés en stratégie, en comptabilité, en organisation du travail euh, ou en intelligence collective et qui, ensemble, eh bien, contribuent à pouvoir accompagner au départ des dirigeants. Et puis, depuis un an, dans la salle d'ailleurs, il y a quelques managers et commerciaux qu'on a accompagnés parce que ce sont des relais opérationnels des directions d'entreprise. Et puis, on discute tout doucement encore avec quelques collectivités, mais je sens que ça va prendre après ce soir, quelques collectivités pour aussi accompagner des territoires. Ça, c'est pour notre domaine d'activité. Tout à l'heure, je disais qu'on est parfois des funambules, là, amenés à naviguer sur le fil de notre vie et à jongler avec des paradoxes. Mais de quel paradoxe est-ce qu'elle parle? De quoi elle parle quand elle dit ça? Alors, pour illustrer ces paradoxes, j'ai décidé de me mettre dans la peau des grands métiers qui représentent une entreprise. Par exemple, si on commence avec le métier des commerciaux et que je me mets dans la peau, normalement, ils sont dans la salle, de Jeff et de Pascal. Je compte sur vous pour vous reconnaître et que je me mets dans la peau de Jeff et de Pascal. Et je me dis, OK, alors moi, Jeff, Pascal, je suis un excellent négociateur et je jongle avec les chiffres. Et c'est quoi le paradoxe avec lequel je le vis? Eh bien, mon paradoxe à moi, et Jeff, je te vois dans la salle, c'est comment arriver finalement à concilier vendre toujours plus dans un monde aux ressources finies. Pas facile le job, hein? J'aimerais pas être à ta place. Non, je déconne. D'autant plus que quand 30% de ton revenu bah, dépend de ta capacité à faire du chiffre, c'est pas toujours évident non plus. Ça fait bouillir la marmite. Alors ce soir, je vais vous proposer de découvrir des succès et de voir comment est-ce que finalement on peut arriver à concilier à la fois succès commercial et préservation de l'environnement. Si je me mets dans la peau d'un autre job, un job que j'ai exercé il y a quelques années, c'est le métier d'acheteur. Le métier d'acheteur, lui, son travail à lui, c'est quoi? Ah oui.
c'est de maîtriser les budgets, faire économiser des sous. Et c'est un véritable détective capable de trouver les bonnes affaires. L'acheteur, lui, il est parfois tiraillé entre, et ça moi je l'ai été beaucoup, entre comment arriver à concilier la nécessité d'assurer la rentabilité de la boîte et donc d'acheter au meilleur prix, tout en conciliant la capacité à être en accord avec ses propres valeurs, à respecter la réglementation en France. Parfois, c'est tentant d'aller acheter à bas coût avec des endroits où on n'a pas toujours les mêmes réglementations. Comment on fait ça quand on est tiraillé entre son éthique pour faire des choix d'appro et le fait que quand même on est payé pour faire des savings, hein. C'est à ça que ça sert un acheteur, faire des économies. Alors ce soir, je vais vous proposer de découvrir une approche pour rendre l'achat durable et responsable. Un autre métier, j'en ai encore deux, après j'arrête là. Le job de manager. Alors le manager, lui, manager, gardien des talents, équilibriste de la cohésion sociale. Quand je suis manager, ma difficulté, c'est comment j'arrive à maintenir, à maîtriser le montant de la masse salariale, tout en étant en capacité de proposer des jobs super intéressants à mes collaborateurs, qui parfois sont en plus tentés d'aller voir ailleurs parce qu'évidemment, on leur propose 20% de plus. Et ça, c'est compliqué de s'aligner avec 20% de plus. Pas facile. Alors ce soir, au manager, je vais vous proposer d'entendre des témoignages ou des dirigeantes, parce qu'il y en a une au moins en tout cas qui va parler de ça, où une dirigeante va expliquer comment est-ce qu'elle arrive justement à réenchanter le travail et à faire en sorte de renforcer les liens entre ses collaborateurs. Et le dernier dans lequel je me suis mis que dans la pause, c'est les élus et les développeurs économiques. Alors on a Jalil qui a parlé tout à l'heure, et puis on pourrait parler de Valérie qui doit être par là, ou Pierre que j'ai croisé tout à l'heure, puis il y en a plein d'autres. Alors vous avez un challenge de taille. Comment arriver à concilier, alors vous en avez trois en plus, hein, emploi de qualité dans les territoires et croissance, tout en se disant comment on fait pour préserver notre belle planète. Ah, bah alors ça c'est coton, hein. Et bien ce soir, en tout cas, on fait le pari avec les témoignages qui vont venir sur scène de pouvoir vous expliquer comment est-ce que c'est possible de faire ces trois-là. Alors, dans la salle, il est fort probable qu'il y en a qui m'imaginent en bisounours, voire en ayatollah vert. Et c'est possible. Je vous demande juste de suspendre votre jugement encore quelques minutes. Le temps que ça se termine. Et après, promis, si vous continuez à me voir comme ça, on en discute avec grand plaisir. Mais moi, la première, il y a quelques années, je me demandais est-ce que c'est vraiment possible. Et aujourd'hui, c'est vraiment pas parfait du tout. Et c'est en chemin, parce que de toute façon, c'est un ensemble de transformations qu'ils mettent en œuvre. Mais petit à petit, moi, je vois des ruisseaux qui deviennent un peu plus grands. Alors ce soir, on va transformer cet espace-là en un cirque des possibles, je vous l'ai dit, où on va accueillir Christian Dutertre. Christian, t'es où? Je ne te vois pas, je suis inquiète. Ah, t'es là. Ouf, il est arrivé. Christian Dutertre, qui est économiste, cofondateur du laboratoire qui s'appelle Atemis, qui est le laboratoire de recherche et intervention en économie de la fonctionnalité et de la coopération. On a une grande chance que tu sois avec nous ce soir. Et puis, on va aussi accueillir sur scène quatre dirigeants et dirigeantes. Moi, je dis que ce sont des leaders humanistes. Alors, comme j'en fais toujours un peu des caisses, ils vont me dire non, mais hello, on est juste des humains. Oui, c'est vrai, c'est des humains. C'est des humains qui, depuis quelques mois, années pour certains, ont pris de l'avance pour se demander comment est-ce qu'ils allaient défier ces paradoxes. Alors, ils sont en coulisses, enfin, trois d'entre eux sont en coulisses et ils ont un peu, vous voyez, comme ça là. Donc, pour leur donner du courage, je vais vous demander de leur faire une espèce de méga applaudissement que vous avez tellement mal dans les mains que eux, ça va leur donner chaud au cœur. 1, 2, 3, c'est parti. C'est à nous. Ah oui, vas-y.
Bonsoir. On nous a proposé de venir avec un petit objet, un objet inspirant. Je n'ai pas osé l'amener avec moi, vous voyez, ça peut être un petit peu imposant, donc j'ai choisi une image. Euh, alors évidemment, un chapiteau, ça rappellera facilement le cirque, rapidement le cirque. Ce qui m'intéresse avec le chapiteau, c'est que je pense que c'est un objet qui permet une très grande liberté de relation entre les artistes et nous, entre les artistes et vous. Pour des raisons simples, c'est un peu la maison de l'artiste. Et nous, en général, on s'y sent très vite, très bien, très à l'aise. C'est très agréable de rentrer sous un chapiteau. Ce qui m'intéresse le plus, c'est une notion qu'on appelle dans le cirque d'aller-retour dans l'hospitalité. C'est-à-dire qu'un acteur culturel, une collectivité, invite un chapiteau sur son territoire et à son tour, l'artiste vous invite. En quelque sorte, il vous invite chez vous. Et ça, pour moi, c'est très l'enrichissement que peut procurer l'accueil, que peut procurer l'échange. Alors, qu'est-ce que vient faire la Grainerie, qui est une fabrique des arts du cirque, vous le savez, est une scène conventionnée à récréation et un pôle européen de production dans un réseau d'entreprises tel que Terre de FC. D'abord, ça fait des années qu'on cultive une certaine relation avec le secteur entrepreneurial. On le doit à Nathalie Bacon, qui est présente ici, qui est membre de notre équipe, par la simple mise à disposition d'espaces pour des conventions, des AG, des ateliers, des hackathons, à la condition que ça procure une économie pour notre filière, pour des artistes, pour des techniciens du secteur circassien. Et puis, ces 4-5 dernières années, on a pris un tournant et on a essayé de rentrer dans quelque chose qui soit peut-être plus constructif, plus innovant. Donc, on a proposé des conférences inspirantes, on a proposé des portraits de l'artiste au travail, on a proposé des rencontres avec des artistes dans leur démarche projet pour agir sur la créativité, sur la confiance, pour aller un petit peu plus loin que les exercices classiques que vous connaissez de team building ou de cohésion d'équipe. Et puis, laissez-moi juste rappeler que si je dirige une association, c'est une équipe de 18 personnes en CDI, que dans ces bâtiments, dans ces 3700 mètres carrés, il y a plus de 30 structures. C'est un gros collectif lié au cirque, mais aussi une fabrique de podcasts, et puis bien sûr aussi un restaurant, on va manger un morceau tout à l'heure. Et que ça, c'est parfois une centaine de personnes, 10 corps de métier, entre 12 et 15 langues qui partagent leur journée de travail dans cet équipement. L'autre raison, c'est la question de la RSE. Je ne voudrais pas dire, je ne voudrais pas laisser entendre que la RSE, c'est absent du secteur culturel, mais il faut être franc, ce n'est pas là où c'est le plus développé, ce n'est pas là où c'est le plus travaillé. Et pourtant, on en a toutes et tous besoin. Comme d'autres directions, je n'ai pas forcément vu venir le changement de rapport au travail qui s'opère, vous en avez parlé tout à l'heure, qui s'opère en ce moment. Nous avons eu notre lot de difficultés et on a vraiment besoin de remettre dans ce rapport au travail un certain nombre de valeurs. Alors, on a commencé par agir sur les questions d'horizontalité, de transversalité, de partage du sens, et puis aussi de se dire qu'il fallait qu'on soit le très dynamiquement possible, avec énormément de dynamique aux côtés de celles et ceux qui travaillent au quotidien dans des valeurs d'échange, de commun, de défense du vivant, de respect du vivant. Ça me paraît assez essentiel à un moment où, permettez-moi cette incision, dans l'échiquier politique, certains se parent de certaines valeurs, certains se parent de l'essentiel, et ça ne nous plaît pas forcément. Voilà. Donc, cette question des valeurs à remettre au centre, c'est pour nous quelque chose de très, très, très important. L'autre raison qui nous intéresse à travers notre coopération avec Terre de FC, c'est que très vite, on s'est rendu compte que c'est une organisation qui accepte la complexité, qui accueille la complexité. Et au quotidien, on est assailli de réponses rapides, de réponses toutes faites à des questions qui sont complexes, à un monde qui pose des questions complexes. Nous, on prône que c'est plutôt en regardant de différents points de vue comment on arrive à réfléchir ensemble, qu'on accueillera cette complexité, qu'on recevra nos différences, nos interdépendances, qu'on verra naître les externalités, qu'on les comprendra mieux. Et ça aussi, pour nous, c'est quelque chose de tout à fait essentiel. Donc, on a agi sur le bien-être au travail. On essaye, bien entendu, de prendre en considération le mieux possible c'est la question du bien-être environnemental. Ce n'est pas un secteur au départ très, très évident pour parler de bien-être environnemental. Évidemment, on se déplace énormément pour donner du spectacle vivant. Mais on a beaucoup agi, par exemple, sur la question du déplacement du public, qui est finalement, quand on y regarde de près, le déplacement qui génère le plus d'effets négatifs par rapport au déplacement des artistes.
Donc ça, il fallait regarder de près pour s'en apercevoir. Et puis, j'ai regardé mes petites notes, je suis prêt à m'excuser, je n'ai pas appris mon discours par cœur. C'est vrai que nous sommes dans un secteur où on foisonne volontiers. On aime bien en faire toujours un petit peu plus, peut-être parce que c'est un métier passion, comme beaucoup d'entre vous, dans vos secteurs. Et finalement, parfois, ça nous éloigne un peu de l'objectif. Nous, il faut qu'on fasse très attention à toujours corréler, en fait, à bien réfléchir. Est-ce que ce que je suis en train de faire comme acteur public de la culture, ça correspond vraiment à ce que je me suis donné comme objectif, à ce que nous avons défini pour nos plans triennaux. On aime beaucoup expérimenter, on aime beaucoup faire des pas de côté. Donc, chaque fois qu'un artiste arrive avec un projet nouveau, on est toujours très curieux, on a toujours très envie d'y aller. Ou parfois, on est sollicité par des acteurs externes à la culture, par le milieu social, par le milieu éducatif, par le milieu économique. On a toujours la curiosité d'aller voir. Donc, on fait un peu attention à ça. Et Terre de FC nous aide dans la formulation de cette raison d'être. Et pour nous, ça va se rapprocher de, évidemment, accompagner les parcours d'artistes, mais ne jamais oublier qu'accompagner les parcours d'artistes le plus concrètement possible, ça va se faire en les mettant en résonance avec le monde qui nous entoure, à faire très attention à ce que s'ils souhaitent nourrir le monde, ils s'en nourrissent également. Voilà, c'est cette particularité-là pour nous qui apporte un petit peu de valeur dans nos échanges. Je vous remercie de votre écoute. Alors moi, l'objet que j'ai choisi ce soir, c'est une montre. Une montre parce que le temps passe trop vite. J'ai l'impression de rire. J'aurais pu amener aussi un frigo vide, mais c'était un peu plus encombrant. Alors moi, je suis rentrée à l'EFC, c'était en septembre 2019, lors d'une réunion d'information pour la formation pour les dirigeants Trajectoire. J'ai retrouvé les notes que j'avais prises à l'époque. J'avais noté, ça demande la remise en cause de beaucoup de choses. Il faut un certain temps pour digérer le concept. Et l'EFC permet de sortir du cadre. Effectivement. Le premier exercice qu'on a eu à faire pendant la formation, ça avait été d'aller interviewer quelques clients pour arriver à comprendre la relation qu'on avait avec eux, essayer de comprendre à quoi on leur servait et ensuite essayer de voir si on pouvait améliorer le service qu'on leur fournissait. Et ces interviews, ça nous a permis de prendre conscience en fait de l'utilité qu'on pouvait avoir dans l'aménagement du territoire. La première action qu'on a faite au sein de l'entreprise, ça a été de modifier tous les documents commerciaux, nos documents aussi de rendu d'études, pour les rendre plus simples à lire, plus clairs, plus efficaces, pour se mettre à la place de nos clients élus, par exemple, qui ne sont pas forcément techniciens et qui n'ont pas forcément le temps non plus nécessaire à aller au fond des documents d'études. La deuxième prise de conscience, ça a été le fait de se rendre compte qu'on était des acteurs de l'aménagement du territoire. On travaille aujourd'hui à plus de 70% pour les collectivités publiques. Et en fait, on a une responsabilité forte, voire même un devoir, de concevoir les projets du mieux possible. Ça veut dire prendre le temps. La conception, ça prend du temps. Il faut réfléchir, il faut interroger les gens, il faut que les projets mûrissent. Et souvent, ce temps, il manque aujourd'hui. Donc, on a décidé avec l'EFC d'essayer de s'en redonner du temps. Une des choses les plus faciles à faire, c'est par exemple de mieux choisir les appels d'offres sur lesquels on répond. Et on a commencé à baisser nos réponses. La deuxième étape, ça a été de se dire qu'il y avait aussi certains clients avec lesquels on n'avait plus envie de travailler. Et ça nous a amené pour la première fois de notre histoire à résilier des contrats en cours, notamment avec un promoteur. On n'avait pas du tout les mêmes valeurs que lui. Et ça a été un acte fort dans l'entreprise. Le fait aussi de percevoir je vais même aller jusqu'au mot détresse de certains collègues, à aller en réunion, la peur au ventre, parce que le client était vraiment compliqué. Et je pense que ça a permis du coup de
de refonder quelque chose de très important, c'est la confiance. On ne peut pas travailler sans confiance dans nos métiers, dans beaucoup de métiers d'ailleurs, c'est vrai. Et ensuite, on a continué à transformer les choses tranquillement dans l'entreprise. Donc là, on est en train d'expérimenter une modification de l'organisation du travail avec notamment l'introduction de réunions qui vont permettre les retours d'expérience entre collègues. Donc ça, on souhaitait le formaliser. Ça nous a obligés à transformer les temps de réunion hebdomadaires, par exemple la réunion planning qu'on va transformer. On a lancé également des interviews filmées. Donc Régis, merci d'avoir lancé ça avec nous. Donc l'idée qu'il y a derrière, c'est de pouvoir montrer aux collaborateurs qui sortent jamais l'impact que peut avoir leur travail auprès des clients. Et donc on continue sur des expérimentations et j'espère pouvoir en dire plus à d'autres moments. Au bout de ces 4 ans de démarrage avec l'UFC, je me rends compte que finalement, l'élément déclencheur, ça a été d'aller interviewer ces quelques clients parce que ça nous a permis vraiment de prendre du recul sur notre rôle dans la société. Ça a permis de redonner du sens au travail. C'est fondamental pour arriver à se lever le matin et à avoir envie de continuer à être curieux, à faire avancer les projets. Et en tout cas, on s'efforce de faire du mieux possible pour continuer à construire un monde dans lequel on aura tous envie de vivre. Alors moi, j'ai choisi quelque chose. Je vais vous parler de suite. C'est mon déguisement de super-héros. J'en suis très fière. J'adore la porter. Mais parfois, et de manière très régulière, c'est un peu un... Je me sens coincée dedans. Coincée dans l'image sociale de l'avocat, dans l'imaginaire commun. Et je suis sûre que quand vous avez vu avocat, tout de suite, vous avez eu des images dans la tête. Tac, tic, tac. Un monsieur un peu bizarre avec un verbiage incompréhensible. Je ne parle pas de moi. Hein. Et puis, même pour certains d'entre vous, vous avez vu un tiroir caisse. Tching! J'en étais sûre. Et moi, le problème, c'est que ça coince. Ça coince pas mal. Et puis, j'ai eu plusieurs anecdotes qui m'ont fait comprendre que dans l'imaginaire commun aussi, un avocat, on le fait intervenir quand j'ose. C'est la merde. Le modèle économique d'un cabinet d'avocats, c'est quoi? Plus vous êtes dans la merde, plus je gagne ma vie. Et là encore, ça coince. Donc, au bout de 2 ans d'exercice de mon métier, je me suis dit, peut-être que tu t'es trompé de voie. Et puis là, je rencontre Terre de FC. Je participe à Rendez-vous en Terre durable. Et là, une petite lumière s'allume, et ça m'arrive. Et je me dis, mais pourquoi balancer ton métier que tu aimes? Je suis fière de cette robe. Pourquoi pas la transformer? Transformer ta façon de faire ce métier. Aligner et prendre la liberté de transformer et de t'aligner sur tes convictions. Je m'engage dans la formation Trajectoire auprès de Terre de FC. Et là, je commence par découvrir ma raison d'être. Ma raison d'être, c'est, tenez-vous bien, réparer le monde. Je vous ai dit, super-héros. Donc non, un peu plus humblement, je suis sur Terre pour réparer les dysfonctionnements. Je ne peux pas ne pas réagir à un dysfonctionnement, à une situation qui n'est pas harmonieuse. Et notamment, principalement, la dichotomie qui me paraît totalement contre nature entre travailleurs entrepreneurs et travailleurs salariés. Pour que chacun puisse jouir de la dignité du travail en harmonie avec la nature et sa nature. Terre de FC, j'y suis en plein. Je suis bien là. Donc, j'ai commencé par voir un peu la façon dont on facture. On facture à l'heure. Et puis, pour faire bien mon travail, j'interroge, je pousse, je vais au plus loin,
Et oui, il me faut des informations. Il faut que ma réponse elle soit cohérente, elle soit au regard du contexte global de l'entreprise. Il faut que j'ai la bonne solution. Et donc, ça dure, ça dure. Tching, tching. Sauf que moi, le tching-tching, j'y arrive pas. Donc, je me mets en danger parce que je ne facture pas. Je passe du temps, mais je ne facture pas. Donc, je me mets en grave danger financier. Deuxième façon de me faire intervenir, ce que j'appelle le one-shot. C'est-à-dire qu'un client que je ne vois pas pendant 3, 4, 6 mois, 1 an, arrive en urgence, toujours, avec une situation. Entre-temps, il a vu plusieurs personnes, mais moi, en dernier. Ah oui, ting, ting. Et là, on n'est pas à faire grand-chose. On est obligé de sauver les meubles, éteindre les feux. Et avec Terre de FC, j'ai foutu un bon coup de pied dans la fourmilière et j'ai mis en place une nouvelle offre. Cette nouvelle offre, elle repose sur 2 choses essentielles. Premièrement, je deviens le partenaire, l'interlocuteur privilégié pour tout ce qui concerne gestion du personnel, ressources humaines et ainsi de suite. Donc, je permets à mon client de ne pas, quand il a un problème, passer 3 heures sur Internet pour trouver trouver la mauvaise réponse. Je l'empêche de téléphoner à sa cousine Gertrude qui a fait 1 an de droit dans sa scolarité. Et je n'attaquerai pas les experts comptables parce que je pense qu'il y en a dans la salle. Donc, je suis l'interlocuteur privilégié, ce qui me permet d'être tout le temps en lien avec mon client. Et puis, deuxième étape, les rendez-vous périodiques. Des rendez-vous très réguliers en fonction de la taille de l'entreprise, de ses besoins, très réguliers, où on fait un balayage des domaines du droit social, un petit check-up à chaque fois pour pouvoir réagir et pouvoir ne pas éteindre les feux, mais éviter que la bonbonne de gaz soit à côté d'une source de chaleur. On anticipe, on prévient. C'est un peu la médecine chinoise en mode droit du travail. Alors, pourquoi la prévention, c'est important en droit social? Je suis sûre, parmi vous, il y en a qui disent, des chefs d'entreprise qui disent, moi, ça fait 15 ans que j'ai ma boîte, j'ai jamais eu un prud'homme. C'est pas pour moi, je suis pas concernée. Sur 153 000 PME hors micro-entreprises, en France, 150 000 saisines du Conseil des prud'hommes par an. La moyenne des condamnations des entreprises devant le Conseil des prud'hommes, 30 000 €. Et je ne parle même pas des charges. Une anecdote réelle, histoire vraie. Une clause de contrat de travail sur une rémunération variable, pas très bien ficelée, claire, mais sujette à interprétation. Résultat au prud'homme, 80 000 € de rappel de salaire, et je ne parle pas des charges. Vous voyez que la prévention, c'est important. Et puis, cerise sur le gâteau. Mon écologie personnelle. Je retrouve du sens au travail. C'est plus un cri. Du sens à mon travail. Je comprends. Enfin, je me dis, je sers à quelque chose. Du sens au travail. Et puis, je fais le travail de manière plus sereine, moins stressée, moins en urgence. Ma vie personnelle, ma vie familiale est moins impactée. Donc, je réponds à mon client de manière beaucoup plus claire. Plus de jargon, plus de verbiage. Je prends le temps de faire comprendre. Je rends un travail meilleur et plus pertinent. Je pense qu'au final, je vais la garder, cette robe. Merci.
Bonsoir. Alors, vous les sentez les vibrations là? Moi, je les sens, les vibrations. Ouf, j'en peux plus. Amanda, les témoignages. Et puis, il y a vous. Vous êtes super nombreux. Vous êtes 150. Il y a 2 ans, vous étiez moins nombreux. Donc, c'est chouette parce que ça y est, la sauce prend. 150. Et puis, j'oublie pas évidemment ceux qui sont sur Zoom. Alors, les chouchous des Zoom. Un petit message, excusez-moi, message privé pour les Zoomers. Je ne sais pas si ça se dit, mais on vous aime, on ne vous oublie pas. Je ne vous vois pas, mais je pense à vous et on pense tous à vous. Et pour vous dire aussi une chose, c'est que vous pouvez communiquer avec nous. Vous envoyez un petit message à Gaïane. Elle se fera un grand plaisir de nous retransmettre vos questions. Voilà. Alors, je vous propose... Oula, mais vous êtes tous debout, mais venez vous asseoir si vous avez envie de vous asseoir. Alors, je vous propose à présent de faire un focus sur la trajectoire EFC d'une entreprise afin de vous donner encore des exemples concrets du fameux titre « Produire mieux, mais moins ». Mieux. Qu'est-ce que je dis? Produire moins, mais mieux. Ça commence bien. Alors, cette entreprise, elle s'appelle Sapoval. C'est une entreprise albigeoise qui a découvert sa raison d'être avec Terre de FC. Sa raison d'être, c'est celle-ci. C'est de rendre accessible la préservation de l'eau et la valorisation de ses composants. Sapoval est experte dans l'étude et la mise en œuvre de technologies innovantes pour le management du cycle de l'eau. L'entreprise de 19 salariés, il faut le noter, facilite l'exploitation de stations d'épuration et de pré-traitement des effluents pour des industriels et des collectivités. Alors, j'accueille, il est là, Erwan Trotou, qui est dirigeant de Sapoval, à côté de moi. Pour nous parler de la façon dont Sapoval a été accompagné en EFC, évidemment, Élodie Guyot, star internationale de LinkedIn de l'univers. Et pour l'éclairage si pertinent qu'il nous apporte régulièrement, j'ai le grand plaisir d'accueillir Christian Dutertre, économiste et président d'Atemis. Alors, j'ai parlé au chouchou Zoom, mais évidemment, vous, à la fin de nos échanges, vous pourrez bien entendu poser vos questions. Alors, pour démarrer, Erwan, donc l'aventure pour toi, pour toi, c'est vrai que ça a démarré par toi, et ensuite pour l'entreprise, ça a démarré en 2020. Est-ce que tu peux nous expliquer les raisons pour lesquelles tu t'es lancé dans l'aventure EFC? Oui, il y avait, je pense, 2 moteurs associés un peu à la durabilité de l'entreprise. Un premier moteur, c'est, alors on vend des prestations environnementales, beaucoup à des clients industriels pour qui c'est un coût, c'est une contrainte et qui ont du mal à voir la valeur leur apporter. Donc il y avait un vrai questionnement sur comment révéler à nos clients la valeur, certes environnementale, mais économique qu'on leur apporte de par nos différents types de prestations, ingénierie et travaux. Et ensuite, il y avait une deuxième aspect qui était, alors, on en a un peu parlé tout à l'heure, mais le one-shot, quand on vend des prestations, en plus, si on travaille bien, normalement, on ne doit plus trop faire appel à nous derrière. Donc, c'est comment arriver à essayer de regarder plus loin ensemble avec le client pour aller aussi chercher, quand vous regardez 3 mois en avant et que tous les 3 mois, on remet un peu en question la pertinence de la collaboration, ce n'est pas pareil que quand on regarde sur un an à minimum, voire plus longtemps. Donc, c'était comment arriver à transformer nos modèles un peu économiques, nos modèles de rémunération. Ça, c'était vraiment nos 2 moteurs quand j'ai rencontré Élodie et Terre de FC il y a maintenant 3 ans. C'est ça. Ouais. Alors, bonne transition avec Élodie. Élodie, j'aimerais pour démarrer que tu resitues rapidement l'accompagnement qui a été mis en place avec Sapoval. Est-ce que tu peux nous expliquer les différentes étapes? Et je précise que cet accompagnement, il a été effectif, il a pu exister grâce au soutien financier
on l'a dit tout à l'heure, de l'ADEME et la région qui ont soutenu donc l'expérimentation, l'accompagnement à hauteur de 80%. Oui, parce qu'effectivement, c'est une sacrée prise de risque quand Erwan décide de transformer une partie de son cœur de métier. Heureusement qu'on a des partenaires financiers qui contribuent à abaisser le niveau de risque. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? D'abord, on a pris le temps de comprendre quels étaient les enjeux et les besoins. Et je me rappelle que ta volonté, c'était de transformer ton offre, développer une nouvelle offre. Donc, on est parti de cela. Et on a monté une équipe complémentaire, je crois qu'ils sont tous dans la salle ce soir, constituée de personnes qui sont spécialistes en stratégie, en organisation du travail, en communication, en intelligence collective. Et ensemble, on a organisé différents ateliers. Des ateliers pour réfléchir autour de la valeur. Mais avant de réfléchir autour de la valeur, il faut se poser la question de à qui on apporte de la valeur. Donc, il y a eu un gros travail autour de qui sont vos parties prenantes dans le langage RSE. On parle comme ça, nous, on parle de bénéficiaires. Mais qui bénéficie en fait de l'activité que vous menez? Quel est le maillage qui vous opère? Et puis, ensuite, on a, au travers de quelle est la valeur que vous créez, on s'est posé la question de comment justement aller encore plus loin pour encore mieux répondre à la valeur que vous créez déjà et à celle qui aurait envie ou besoin d'être développée encore plus. Ça va comme réponse Oui, on ne va pas rentrer dans le détail parce que sinon, ça je parle trop. Longtemps. Alors, du coup, Erwan, est-ce que concrètement, même si le chemin a été long et qu'il est encore en cours, ce chemin, est-ce que tu peux nous expliquer concrètement les prises de conscience et les changements générés par cette trajectoire EFC que vous avez empruntée en fait? Oui. Et c'est un chemin, je pense, qui ne s'arrête jamais, en fait. On peut toujours mieux faire et expérimenter, etc. Donc on va continuer. Il faut bien démarrer par quelque chose. Mais il faut démarrer par quelque chose. Je dirais que si je prends chronologiquement, le premier effet qui n'était pas forcément un effet attendu ou souhaité, ça a été plutôt un effet en interne. En gros, ça a été un effet, quand je dis en interne, c'est des salariés de l'entreprise qui, en les intégrant dans ces réflexions de qu'est-ce qu'on apporte comme valeur, au final, on redonne du sens, même si je considère qu'en tant que petite entreprise, on n'est jamais très loin. On a fait aussi un travail de redéfinition des valeurs, de la raison d'être que tu as évoqué juste avant. Et donc ça a permis point sur ce qui nous différenciait des autres acteurs du secteur, d'apporter de la fierté aux collaborateurs et de les engager ou réengager s'il y avait le besoin, même si j'en suis pas certain, mais en tout cas de les engager dans le projet d'entreprise. Et donc ça, c'est effectivement, comme le disait en introduction notre président, un vrai enjeu, je pense, du moment et des années à venir, qui est primordial. Oui, là, tu veux dire par là le sens au travail, la fidélisation. Et créer ce sentiment d'appartenance à l'entreprise. Tout à fait, tout à fait. Deuxième aspect, ça a été effectivement, suite à un peu la cartographie des différents bénéficiaires et à l'analyse de ce qu'on apportait et ce qu'on leur apportait, de redécouper un peu tout ce qu'on proposait en petites briques au niveau de notre offre pour déjà mettre la bonne brique ou la bonne pièce du puzzle au bon endroit. Et ça nous a fait devenir beaucoup plus souple dans notre approche contractuelle. C'est-à-dire, en gros, de ne pas avoir des offres packagées standardisées, mais de faire appel aux bonnes briques ou aux bonnes pièces du puzzle par rapport aux besoins clients. Et le fait de faire ça, ça nous a fait aussi identifier certaines briques en soi manquantes, sur lesquelles on a travaillé à les développer, et puis de voir celles dont on pensait qu'il y avait de la valeur, mais qu'on n'avait pas forcément pour le client, ou inversement, surtout, évidemment, celles qu'on sous-estimait en termes de valeur pour le client, mais qui étaient nécessaires et primordiales, justement, à atteindre l'objectif de la préservation environnementale, qui est notre objectif final, dans un contexte économique contraint. Voilà. Ça veut dire que si le client vous dit on a besoin de pompes, par exemple, on veut tout changer, vous dites non, il n'y a besoin finalement que de 2, et vous adaptez un petit peu comme ça aussi. Ouais, et puis c'est même de dire pourquoi il y a besoin de pompes, pourquoi faire, de revenir aussi aux besoins originels un peu en amont et de se dire c'est peut-être pas des pompes qu'il vous faudrait, mais c'est peut-être plutôt aller négocier avec la collectivité. Ça n'a rien à voir avec l'achat du matériel.
pour dire la collectivité a déjà investi sur un outil collectif pour traiter vos eaux, et c'est peut-être plus intelligent au final d'abord creuser cette piste avant d'envisager d'investir vous-même. C'est un exemple typique qu'on a très régulièrement avec nos clients industriels et les collectivités locales qui les accompagnent dans la gestion de leurs eaux usées. Et troisième point, c'était concernant la contractualisation. Donc, c'est ça qui... Et concernant la contractualisation, effectivement, donc différentes briques et concernant la contractualisation, c'est un aspect d'apporter de la souplesse. Alors, dans les briques, j'en ai parlé, mais aussi dans le réel réalisé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on vend de plus en plus de prestations avec pas forcément une somme forfaitaire, ce qui est l'habitude dans les métiers d'ingénierie où on vend de l'heure, voilà, mais plutôt de se dire, ben, voilà, nous, on a l'impression qu'on y passera forcément, on est obligé quand même de compter avec des heures, hein, donc pour l'instant, demain, j'espère qu'on comptera avec un impact environnemental et un impact économique, qu'on pourra se répartir cette valeur, mais c'est une transition qui va mettre du temps pour que ce soit à la fois accepté de nos clients et à la fois comptabilisable aussi. Mais là, l'idée, c'est en vendant au réel réalisé, c'est un engagement qu'on fait vis-à-vis du client, un, parce que nous, on les suit, nos heures. Deux, c'est un budget avec un maximum atteignable, mais si on fait moins et qu'on arrive à le faire plus vite, bah, le client est gagnant. Et c'est un deuxième effet en interne vis-à-vis des salariés, de ne pas mettre la pression sur un nombre d'heures qui est vendu, mais de se dire que de toute façon, si on dépasse, on peut recaler. On a des moments de recadrage avec le client. Et donc, cette souplesse dans la façon de contractualiser nous permet vraiment de générer de la confiance. On en parlait du mot confiance qui est primordial en interne, en externe, et donc d'être dans une autre façon de construire, de co-construire une meilleure réponse au problème qui est posé, parce que c'est ça qui est primordial. Christian, quand tu entends tout ça, donc tu étais là il y a 2 ans, il y a 2 ans ça a démarré, là il y a quand même du concret. On parle davantage de sens, de modularité dans l'offre, d'une autre façon de contractualiser. C'est quoi ton regard sur cette expérience-là? C'est éminemment du concret. C'est-à-dire que, bien entendu, on peut avoir une présentation de l'économie de la fonctionnalité et de la coopération générale. Le défaut de cette présentation, c'est qu'elle donne l'idée, mais pas à l'action. Là, on sent bien qu'à travers ce que tu as dit, il y a derrière une capacité à opérationnaliser. Alors, ça, c'est un point très, très important de la démarche d'accompagnement, mais aussi de la démarche pour les entreprises qui s'engagent dans l'EFC. Peut-être comme ça, juste 2 ou 3 points. On présente les entreprises, parlant des chefs d'entreprise. Je ne sais pas si vous avez entendu, mais une sonnette différente de ce que nous a dit notre ami. Il a dit, bien entendu, en tant que chef d'entreprise, j'ai participé au dispositif d'accompagnement, mais j'ai mis en place des groupes de travail qui ont permis aux salariés de revenir sur l'expérience, à partir de cette expérience des salariés, d'envisager une trajectoire nouvelle, de prendre en compte l'expérience des salariés pour innover. Là, il y a un point crucial. Et ce n'était pas un effet attendu, visiblement, c'est ce que tu disais. Ce n'était pas un effet attendu. Ça s'est passé en cours, avec tout d'un coup du sens qui revient dans le travail. Ça, c'est un point absolument fondamental. Il n'y a pas de changement de démarche économique, il n'y a pas de changement de dynamique économique, simplement de la part des dirigeants. Il n'y a pas de capacité à engager les salariés eux-mêmes dans une compréhension de ce qu'ils font, une compréhension de la visée de ce qu'ils font. Il n'y a pas possibilité de changer de dynamique économique. Il n'y a pas donc de possibilité d'aller vers la transition écologique. Pas de transition écologique, sans changement de dynamique économique. Et le changement de dynamique économique passe par la capacité des chefs d'entreprise à mobiliser, à réintéresser les salariés à leur travail. C'est un point fondamental de l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. Et à travers ce que tu as fait, non seulement, il me semble, que tu dis, tu as redonné du sens, mais tu as développé un autre phénomène extrêmement important, qui est la reconnaissance du travail réel.
reconnaissance du travail réel. Il n'y a pas de valeur sans travail. Il n'y a pas de création de valeur sans activité de travail. Les entreprises, pour s'engager dans l'EFC, passent alors par des dispositifs que tu as commencé à expliquer. Mais j'ai vu que Claire, tout à l'heure, j'ai retenu son prénom, pas son nom de famille. C'était magnifique, tous les trois, là, de toute façon. Oui. C'était magnifique, c'était émouvant, pour moi, c'était prenant. Et puis alors, l'artiste, juste après, était tellement dans la continuité de ce que vous disiez, il y avait quelque chose, une façon dirais-je, de faire miroir, de se retrouver dans un espace autre que l'espace artistique, dans la lenteur, la complexité, dans le geste juste, le corps juste. C'est ça aussi le travail dans nos entreprises. C'est ça aussi cette question qu'il faut reconnaître, cet enjeu qu'il faut reconnaître. Et alors, il y a un élan et une capacité d'innovation extrêmement importante. C'est le premier point. Il y a un deuxième point qui me semble aussi très important, c'est cette volonté de déplacer l'enjeu stratégique de l'entreprise, une logique de bien, faire des investissements vers quelque chose qui peut éviter. C'est-à-dire changer les relations avec les autres partenaires et faire en sorte qu'aussi nos partenaires changent leurs relations. Tu as pris comme exemple une collectivité territoriale. L'innovation, l'innovation dont on a besoin, et moins une innovation technologique, une innovation des relations, des liens, de la qualité de la relation entre partenaires, avec les citoyens, avec les collectivités. C'est la relation sur laquelle il faut insister dans le domaine de l'innovation. Il y aura de nouvelles dynamiques économiques durables. Il y aura de capacité à prendre en charge les enjeux de la transition que si on centre l'innovation, non pas sur la technologie, mais sur les relations, les formes de contractualisation, les éléments de coopération entre les acteurs, à partir, bien entendu, de l'activité initiale. C'est magnifique. Vous avez ici, juste ces deux choses-là, j'aurais bien d'autres choses à dire à travers ce que j'ai entendu, mais c'est magnifique parce que vous voyez ici, la question est en jeu, c'est une visée, une progression, une certaine lenteur. Et les processus d'accompagnement des entreprises, c'est entre 12 et 18 mois. C'est lent. C'est lent. L'histoire de l'urgence, mettez ça de côté. Prenons le temps de réfléchir à des nouvelles trajectoires que j'ai entendues, enthousiasme, et me redonne de la force. 20 ans que je travaille maintenant, encore pour 20 ans. Et on le voit et on le sent, merci. Dans l'économie de la fonctionnalité et de la coopération, il y a donc le mot coopération. Est-ce que tu peux, là aussi, nous expliquer comment tu as pris conscience et qu'est-ce que tu as mis en place pour renforcer ces liens de coopération? Oui, bah alors, je dirais que la coopération est en lien un peu aussi avec ce qui a été dit avant. Il y a déjà la coopération en interne. C'est-à-dire qu'on a essayé de mettre en place un certain nombre de... On parlait de retours d'expérience interne tout à l'heure, qui sont primordiaux pour la compréhension intra-service, pour que aussi chacun dans l'entreprise voit ce que fait l'autre sur le terrain et inversement, pour aussi s'améliorer de manière continue. Donc ça, c'était un des enjeux sur lesquels on a pas mal travaillé ces 2 dernières années. Et ensuite, il y a de la coopération plutôt en externe. Premièrement, et aussi avec un autre partenaire que j'ai vu dans la salle ce soir, qui est Perax Technologies, on a vu un manque dans les briques pour pouvoir être de meilleurs conseils. Il nous faut avoir la donnée de nos clients, de savoir ce qui se passe en même temps qu'eux ou avant eux parfois sur leurs installations. S'il y a des fuites ou s'il y a des choses qui s'arrêtent. Qui dysfonctionnent. Voilà. C'est en gros être proactif dans le conseil.
Donc, on a développé une solution standardisée et qui est accessoirement commercialisée avec ce partenaire de manière innovante à travers où Sapoval n'a pas eu à porter l'investissement. Donc, on loue ces matériels-là. Et donc, ça a été une première sorte de coopération qui a permis de développer une nouvelle offre. Et cette offre, on l'a testée depuis 1 an et demi maintenant chez 2 clients. Bêta-testeurs, on va dire, avec lesquels on a justement changé un peu nos modes d'action. C'était des clients chez qui on vendait de l'assistance technique, donc des prestations contractualisées sur 1 an, avec du conseil pour optimiser la gestion de leur station. Et donc là, c'est des prestations sur lesquelles on a standardisé les analyses techniques et économiques qu'on faisait avec eux pour justement matérialiser les gains économiques dans l'exploitation de ces stations. Et on essaye d'apporter ce qu'on va appeler de la réflexivité dans c'est quoi qui est important pour vous, c'est quoi les enjeux dans l'année à venir. Est-ce que c'est de la montée en compétence de vos salariés? Parce que ça, il y a un gros travail sur le fait qu'on ne sera jamais, nous, chez eux. On les conseille à distance ou en venant de temps en temps chez eux, mais on n'exploitera pas. Donc, il y a vraiment de la formation qu'on intègre dans ces assistances techniques. Et comme ça, au final, on redéfinit de manière régulière les différentes briques que nous, on a, on va dire, dans les tiroirs pour au mieux les accompagner. Ensuite, dans les autres types de coopération, ça peut être de la coopération, je vais appeler ça un peu commerciale, c'est-à-dire de venir sur des thématiques connexes parce que on a des métiers qui se complètent, donc avec des entreprises complémentrices, avec des sujets complémentaires. Je parlais eau et énergie, c'est des sujets qui vont très souvent ensemble. Et souvent, c'est des énergéticiens mais qui étudient bien l'énergie, mais pas l'eau. Exemple d'entreprise? Là, on a travaillé par exemple avec alors, exemple d'entreprise coopératrice, c'est Optime ENR, qui est un autre bureau d'études énergéticien, qui est un bureau d'études énergéticien basé dans le sud-ouest. Et on a accompagné le CHU de Bordeaux dans l'identification des potentiels de valorisation eau-énergie à l'échelle d'un centre hospitalier l'année dernière. Et donc, ça, des exemples, on a un certain nombre comme ça. Et dernier exemple aussi, c'est où on travaille plus forcément pour des clients industriels, mais aussi pour des constructeurs de procédés de traitement des eaux. Où là, c'est plutôt de la coopération de R&D, c'est-à-dire qu'on co-développe leurs produits pour l'amener au marché gestion des eaux usées, parce que ce n'est pas forcément leur marché cible. Et donc là, c'est un travail d'expérimentation et de co-développement jusqu'à aller à l'échelle 1, parce qu'on a différents métiers de laboratoire, des techniciens qui sont capables d'expérimenter jusqu'à aller à des échelles 1. Donc, on a comme ça développé un certain nombre d'autres prestations de services qu'on ne vendait pas forcément à travers un modèle de Et donc là, coopération. c'est le cas. Voilà, on a 2-3 exemples. Un où on est déjà à l'échelle 1, un autre où on devrait y arriver dans le cours de l'année, de projets de ce type. Un autre qui est en gestation, issu d'ailleurs d'un groupe thématique national sur les entreprises de l'eau qui sont animées par les différents clubs EFC. La rencontre de Claire qui travaille sur des sujets connexes aux nôtres qui aussi nous a permis de travailler ensemble. Donc là, on travaille en réseau et puis après, on va dire, ça se construit dans le temps aussi, ces réseaux. Ça se construit, ça s'entretient, ça se nourrit. Là, on voit qu'il y a un écosystème qui est en train de naître autour de Sapoval. Est-ce qu'on est jusqu'à parler d'un écosystème coopératif territorial? Est-ce qu'on en est là, Christian, ou pas encore? Et pourquoi l'idée, on tend vers quoi? Enfin, pourquoi il faudrait... Peut-être une remarque juste avant de répondre à ta question, c'est le fait que si on veut s'engager dans la transition, si on veut changer de dynamique économique, il faut repérer quand même et identifier les dynamiques qui nous ont mis dans l'impasse actuelle. On ne peut pas repartir de manière complètement nouvelle sans faire quand même le bilan de la situation actuelle et d'où ça vient. Ce qui me paraît très, très important dans ce que tu as dit, c'est la question de la coopération. Le développement du taylorisme dans fin du 19e, début du 20e siècle, ça date de plus de 100 ans. Et la cause de la perte de sens du travail et la cause de la situation actuelle qui fait que
les personnes ne comprennent plus ce qu'elles font, tellement ça s'est segmenté, individualisé. Et deuxième problème du taylorisme généralisé, c'est que ça provoque ce que tu as dit, c'est un peu un contre-jour, je dois tutoyer Serge, si je ne me trompe pas, tu as parlé d'externalités négatives, c'est-à-dire des effets externes non volontaires et négatifs de point de vue économique. Effectivement, un développement systématique du taylorisme, c'est-à-dire de la personnalisation des tâches, de la segmentation des tâches, provoque des effets contraires à l'intention. Et on le sait très bien, aujourd'hui, ce travail en silo, ce travail spécialisé, provoque des effets néfastes dans la dynamique économique. La capacité de sortir de cette organisation du travail, de ce mode de management extrêmement vertical, pour engager des logiques de coopération, c'est-à-dire des logiques de compréhension. Qu'est-ce que c'est que la coopération dans le travail réel, dans l'activité de travail? C'est la capacité de comprendre les contraintes des autres. Pas de comprendre seulement son petit silo de travail, c'est de comprendre ce que font les autres, les contraintes auxquelles ils sont confrontés. Et dans cette compréhension des contraintes des autres, trouver les moyens, dans les choix, dans les arbitrages que l'on fait dans son propre travail, d'aller vers l'autre, de tenir compte de l'autre, et aussi de s'enrichir des complémentarités de compétences. Vous voyez, la coopération, c'est sortir du silo, s'intéresser à l'autre et commencer à intégrer les contraintes et les compétences de l'autre dans la façon dont on travaille. Ça, c'est extrêmement nouveau en réalité. On en revient au lien. Voilà, on en revient exactement au lien, mais on en revient aussi au lien, mais il y a un de mes amis qui dirige un jardin de cocagne qui appelle ça le risque de l'autre. C'est-à-dire s'intéresser à l'autre, s'intéresser aux questions et aux motivations des autres. Alors, au début, je pense exactement comme toi, ça doit être initié, il est nécessaire que ça soit initié à l'intérieur de l'entreprise. Et alors, ça favorise ensuite les coopérations avec des partenaires. Là, visiblement, il y a des choses qui s'engagent avec Claire, c'est-à-dire donc des coopérations avec d'autres entités. Et alors, à ce moment-là, on est dans le début d'un écosystème coopératif. Parce qu'on crée des coopérations qui, progressivement, sortent de la concurrence. Nous avons beaucoup trop de concurrence. La concurrence actuelle est néfaste. La concurrence actuelle nous mène à l'impasse. Limitons la concurrence. Marginalisons la concurrence. Et créons des logiques de coopération telles que vous êtes en train de le faire. Ça crée une dynamique d'écosystème coopératif. Pas encore forcément complètement territorialisé. Parce que pour qu'il y ait des systèmes coopératifs territorialisés, il y a besoin de refaire un saut systémique dans la démarche de ton entreprise, non seulement établir des coopérations avec d'autres, établir des coopérations peut-être avec des collectivités territoriales, mais à un moment donné, établir des coopérations avec les citoyens, c'est-à-dire les habitants, la façon dont l'eau est utilisée par tous. C'est-à-dire que la démarche économique pour se renouveler a besoin de partir d'entreprises, absolument nécessaires, pas complètement suffisants, si on veut véritablement assurer les enjeux de transition qui nous ont été présentés par nos amis tout à l'heure en entrée de jeu, parce que ça doit aussi engager les citoyens. Et là, c'est des formes de coopération avec les citoyens qui sont toujours territorialisées, qui va devenir le ressort du passage à ce que nous appelons les écosystèmes coopératifs territorialisés, c'est-à-dire qui redonnent vie au bassin de vie, qui redonnent un espoir, une visée à la façon d'habiter nos territoires et d'articuler alors d'une manière renouvelée et la dynamique économique et les liens sociaux tissés dans nos territoires. On est alors engagé dans un processus ininterrompu, par étapes, on avance par étapes ininterrompues de transition. Et vous voyez qu'alors, la transition écologique articule une transition sur le plan social, c'est ce que vous disiez, monsieur, tout à l'heure, et une transition également sur le plan économique. Alors,
Élodie, en région, ces écosystèmes coopératifs, alors pas encore tout à fait territoriaux, on l'a compris, comment ça s'amorce en fait depuis 4 ans, la Terre de FC, 4 ans c'est pas rien, voilà. Qu'est-ce qui commence déjà à se dessiner? Alors d'abord, comme je le disais tout à l'heure, on a des espaces d'échange au niveau de l'Occitanie où nos adhérents se rencontrent. Et c'est lors d'un rendez-vous en terre durable que Claire et Erwan ont fait connaissance et se sont dit, tiens, on a des complémentarités ensemble, on partage une partie du vision du monde et si on travaillait ensemble. Ensuite, on a animé des groupements de coopération économique à une échelle nationale, c'est-à-dire que l'association Terre EFC Occitanie travaille avec d'autres associations en France et on s'est rendu compte que plusieurs des acteurs que l'on accompagnait étaient attachés à cette notion de préservation de l'eau. Et donc, Erwan a rejoint entre autres ce collectif-là. Et de là a émergé le travail dont tu parlais avec Laure, qui est j'ai entendu là, qui est comme ça, là, sur comment préserver l'eau. Sur des postes de très haute consommation d'eau, puisque c'est des lavomatiques. Ça, c'est voilà, des premières actions. Et puis, récemment, on a conventionné avec Valdelia, ils sont présents dans la salle d'ailleurs, puis quelques partenaires qui vont nous rejoindre sont là aussi ce soir. On a conventionné avec Valdelia une proposition. Donc, Valdelia, c'est un éco-organisme qui accompagne des adhérents qui sont concepteurs, enfin qui sont tout autour des acteurs du mobilier. Ça peut être des concepteurs, des distributeurs, des fabricants de mobilier. Et l'intention de ce dispositif-là, c'est de les rassembler autour d'une table, de monter une action collective avec des acteurs issus d'une même filière. C'est comme ça qu'on parle dans ce métier-là, et des acteurs d'une même filière, pour réfléchir ensemble d'abord à comment transformer son modèle économique dans des logiques de coopération. C'est à la fois, eh bien, a priori, on n'est pas ni concurrents dans cet espace-là, ni complémentaires, on ne travaille pas ensemble. Mais peut-être qu'en entendant parler un designer et d'entendant les contraintes et les enjeux de ce designer-là, ça va nous donner envie d'aller écouter les contraintes de notre propre designer, voire peut-être, pourquoi pas, à un moment donné, avoir envie d'amorcer une coopération au sein des acteurs qui sont présents. Donc voilà les actions qui sont passées, et puis en cours, là, très, très proche, puisque le dispositif va démarrer à la rentrée de septembre avec Valdelia. Alors, je reviens sur le fait que Sapoval ait été accompagné et financé, enfin l'accompagnement financé en grande partie par l'ADEME et la région. Alors, j'ai une question pour vous, Madame Bachet et Monsieur Benabdila. Là, donc, un soutien financier, ok, c'est quoi le step d'après, en fait? Comment déployer finalement cette expérimentation plus largement, peut-être au niveau de ces fameuses filières? En gros, quel rôle vont jouer l'ADEME et la région dans les années à venir pour soutenir des actions comme celle-ci et soutenir l'émergence de ces écosystèmes sur le territoire? Madame Vacher. Alors, je vais peut-être vous décevoir, mais notre intervention, notre accompagnement financier n'est jamais complètement désintéressé. Alors, bien évidemment, on choisit les entreprises en essayant de s'assurer que c'est des entreprises qui vont bien mener la démarche, alors si possible jusqu'au bout, mais on a aussi le droit de se tromper et de faire demi-tour ou de changer de voie. L'objectif, quand on soutient une entreprise, c'est bien sûr de l'accompagner dans son projet, de l'aider à prendre des risques. Élodie l'a dit tout à l'heure, hein, quand on se lance dans cette démarche, j'ai l'impression qu'on ne sait pas tout à fait au départ où on va. J'ai entendu tout à l'heure dans les témoignages que certains termes, hein, c'est complexe, il faut du temps pour digérer, ça appelle tout un tas de disciplines. On va parler de stratégie, on va parler de concertation avec nos collègues, on va parler de tout un tas de sujets qui vont nous amener dans une démarche de transition écologique et dans une... Alors pour nous, l'objectif, au-delà de l'accompagnement de ce projet individuel, c'est d'essaimer. Voilà. Et on compte bien sur ces premiers retours d'expérience et très concrètement, la soirée de ce soir y participe grandement pour essayer d'aller chercher d'autres entreprises et de faire connaître l'économie, la fonctionnalité de la coopération. Je crois qu'aujourd'hui, sur scène, on a des représentants d'entreprises qui sont particulièrement engagés, moteurs. Je dirais qu'on a un petit peu la crème. Voilà, pour nous, l'enjeu, c'est vraiment de rendre l'économie de la fonctionnalité de la coopération très concrète, désirable. Et pour nous, ces exemples concrets contribuent vraiment à diffuser l'économie de la fonctionnalité de la coopération. Alors, nous seuls, ADEME, nous seuls, région ou Terre de FC, très concrètement, on ne va pas y arriver. Alors, on a beaucoup parlé à l'instant d'écosystèmes
territoriaux. Une entreprise, pour moi, elle a un ancrage territorial et c'est important de mettre du lien entre collectivités et acteurs économiques. Voilà. Je sais que certains élus sont présents ce soir. Et pour nous, on va activer différents leviers pour faire connaître l'EFC. Notamment, on travaille de manière très main dans la main avec les collectivités pour les accompagner dans leur transition écologique. Toutes les collectivités ont une direction développement économique. Elles sont en contact direct avec des entreprises. Donc, c'est là un bon moyen d'aller capter des entreprises. Nous-mêmes, ADEME ou même région, on est en contact avec des entreprises qui viennent nous voir pour des projets parfois très spécifiques, très individuels. À nous aussi de les amener sur ce concept. Et puis, on va utiliser l'ensemble des relais, à la fois les relais auprès des acteurs économiques et des relais dans les territoires pour diffuser beaucoup plus largement l'enjeu et les multiples intérêts et co-bénéfices d'une démarche d'économie de la fonctionnalité et de la coopération. Donc là, un rôle d'animation qui va s'intensifier dans ce que j'entends. Tout à fait. Alors, on soutient depuis maintenant 4 ou 5 ans Terre de FC. On est reparti sur une nouvelle convention pour les 3 prochaines années. Évidemment, on a bien l'objectif de booster, de poursuivre cette animation et l'accompagnement individuel et collectif mis en place. Je crois aussi beaucoup justement à la coopération et à l'entraide et le partenariat entre entreprises pour avancer de manière collégiale dans cette démarche. Monsieur Ben Abdillah. Merci. Oui, moi aussi, je suis ici aussi comme, on va dire, quelqu'un qui va éponger tout ce qui a été dit et qui va retenir ça pour essayer de le ressortir dans le bon contexte, au bon moment, pour essayer d'apporter quelques valeurs ajoutées au travail. Je le signale ici parce qu'il y a beaucoup de personnes qui représentent nos services, que ce soit de la DIP, de la TIT, de la DIRES qui sont là-bas et de l'Agence de développement économique. C'est une chance que vous avez d'avoir des personnes comme elles qui sont engagées sur cette nécessité de transformer notre économie, nos modèles, pour qu'ils aient plus de sens et plus de responsabilité. Deuxièmement, c'est la temporalité. On l'a dit, après la crise Covid, qui a été très impactante, il y a une prise de conscience, notamment chez les chefs d'entreprise de petites et moyennes entreprises, les TPE et les PME, qui représentent 96 à 97% de notre tissu économique. C'est beaucoup en nombre, même si ça peut être un peu moindre en valeur absolue et en termes de chiffres ou d'emplois. Mais par contre, c'est beaucoup de monde qui ont pris conscience et qui ont pris fait et cause pour cette nécessaire transition et cette nécessaire donc responsabilité sociétale qu'on appelle de nos voeux. Enfin, maintenant, il faut s'appuyer sur ce qui a marché pour élargir. En fait, c'est ça la difficulté. On disait tout à l'heure, en discutant en aparté, que c'est souvent les mêmes qu'on retrouve, qui sont engagés, qui font beaucoup de choses, qui sont partout. Et il va falloir aller toucher, ça c'est notre responsabilité, nous, tout le monde, d'aller chercher ceux qui ont le potentiel, la capacité ou parfois le besoin, mais qui ne sont pas actifs et qui pourraient nous aider à élargir. Je témoigne de ma propre expérience, que j'ai été président fondateur d'un réseau qui s'appelle Leader Occitanie. Et quand j'ai été président, en fait, je me suis rendu compte que c'était Leader Montpellier. 95% des entreprises étaient de Montpellier. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à le territorialiser, à mettre Leader à l'Est, Bagnoles, Toulouse, etc., et à créer une sorte de fédération cohérente avec une charte de valeurs, une dorsale et de la cohérence. Et on peut pousser ces concepts, je dis bien, jusqu'à pourquoi pas trouver des dispositifs de financement pour soutenir cela. Les équipes que j'ai citées tout à l'heure, pour lesquelles je renouvelle les remerciements, ont proposé de tester cette valeur ajoutée et cette offre de valeur sur des secteurs comme ceux de la santé, pour lesquels on structure la feuille de route, pour ceux de l'eau, mais on pourrait élargir puisqu'on travaille sur des feuilles de route sur différents champs de compétences de la région. Enfin, quand j'ai eu la chance d'assister à une mission d'études aux États-Unis à San Francisco, et dans l'université de Stanford, ils enseignent ce qu'on appelle la coopétition. La coopétition, c'est la coopération, y compris entre compétiteurs. Et pour nous, on n'est pas dans le modèle américain, et je sais que mais ce sont des concepts qu'on ne doit pas copier, mais qu'on doit en tout cas débattre et qu'on doit mettre sur la table pour voir comment des gens, quand on parlait de limiter la concurrence, et c'est là où je veux en finir,
comment on peut limiter la concurrence? Ce n'est pas comme ça. C'est en disant comment on peut faire coopérer des gens qui pensent être des adversaires ou des ennemis alors qu'ils peuvent être complémentaires et qu'ils peuvent apporter des solutions et qu'ils peuvent travailler intelligemment au service du plus grand nombre et surtout à ceux qui en ont le plus besoin. Enfin, je vais finir par une citation de Maya Angelou, qui est une écrivaine, une philosophe et une femme qui a lutté pour l'égalité avant, qui disait que ce qu'on fait là tous, c'est aussi de transmettre. Vous l'avez dit, c'est la capillarité, c'est la tache d'huile. Il dit, les gens oublieront ce que vous avez dit, les gens oublieront ce que vous avez fait, mais les gens n'oublieront jamais ce que vous leur avez fait ressentir. Voilà, merci. Merci. Erwan, tu voulais dire quelque chose? Oui, et tout à fait d'accord sur ce côté de… parce que nous, on l'expérimente entre concurrents sur le papier, se mettre à deux pour réfléchir au problème. Enfin, de toute façon, plus on est autour de la table pour réfléchir au problème entre concurrents, plus la solution qu'on trouvera est la meilleure et générera plus de valeur. Et donc, on va dire, on ruissellera de valeur pour tous les partenaires, parce que derrière, ça apportera aussi d'autres affaires potentielles, etc. Ça, c'est vraiment des choses, nous, qu'on expérimente. On avait commencé de manière un peu épisodique, mais bien avant, d'ailleurs, la démarche. Et aujourd'hui, on essaye de le généraliser. Et ensuite, pour revenir sur l'idée, effectivement, on n'est pas encore aux écosystèmes territoriaux dont on parle, mais on va commencer à essayer d'y rentrer à la fin de ce projet avec une après-midi, là, le 15 juin, où on va accueillir, je l'espère, une cinquantaine de personnes chez nous pour une visite apprenante, pour revenir un peu en détail sur ce qui s'est passé et essayer avec un certain nombre d'élus, d'acteurs de la région, évidemment un événement co-organisé avec nos partenaires ADEME Région et Terre 2 FC, mais essayer de commencer à faire naître. Et une fois de plus, je pense que c'est un chemin long parce qu'on a une multitude d'acteurs avec des rythmes différents. Mais c'est en commençant à discuter lors de ce genre d'événements ou des événements comme ce soir qu'on arrivera à poser les pierres de ça. Et à essaimer, moi, ce que j'entends, en fait, hein, c'est la volonté d'essaimage des acteurs publics. Le lien, vous avez vu le petit dessin qu'a fait Sylvain là, avec voilà, le pissenlit, hop, hop, hop. Christian, cet essaimage, alors qu'aujourd'hui, le nombre d'acteurs engagés est quand même limité, hein, on n'est pas des milliers encore hein, dans le FC. Voilà, comment ça résonne pour toi, cette volonté la publique de s'engager? Nous, là, les entreprises, on est encore en mode ce serait bien de bosser avec des gens qui nous ressemblent un peu sur les mêmes valeurs, tester des coopérations. Voilà, comment tu vois un petit peu les choses dans l'avenir? Est-ce qu'il faut qu'on soit encore super patient? Je dirais, dans un premier temps, il faut accepter d'être minoritaire. Accepter d'être minoritaire. Il ne faut pas en même temps s'en satisfaire. Problème. Il ne faut pas se satisfaire. Quand mon laboratoire, que je dirige depuis la création, s'est lancé, en fait, produit le concept d'économie de la fonctionnalité et de la coopération. D'un côté, avec des coopérations avec Gaz de France, donc c'était en 2002. Et d'autre part, des coopérations avec la région, on s'appelait à ce moment-là Nord-Pas-de-Calais, pas les Hauts-de-France. Nous étions, avec Gaz de France, une poignée qui avait commencé à avoir un peu d'influence avec les sidérurgistes, avec les plasturgistes, parce qu'on travaillait avec les grands comptes de Gaz de France. Et vous voyez, une fois que Gaz de France s'est engagé, on faisait des réunions de cadres de Gaz de France. Il y avait 200 cadres intéressés par notre démarche-là. Pas rien. Mais une fois que la direction a fusionné, que Gaz de France a fusionné avec Suez, et que Suez a mis en avant la question de la financiarisation comme critère essentiel du développement, tout s'est effondré. Donc, il y a des mauvais coups, notamment pour des grandes entreprises qui sont engagées dans la financiarisation et la globalisation. Vous avez tout à fait raison, monsieur, de dire que les PME, les TPE-PME sont pour moi le fer de lance de cette nouvelle orientation économique. Un moment viendra peut-être avec certains grands groupes, mais on est loin de la faire avec les grands groupes. Donc, il y a besoin, il me semble, il y a confirmation, parce que le premier club qui a été créé
a été créé en 2006. Maintenant, il y a une dizaine de clubs, ce n'est pas énorme, mais quand même, ça a progressé. Plus des clubs au Brésil, plus des clubs qui s'installent maintenant en Afrique occidentale. J'ai croisé tout à l'heure quelqu'un du Québec qui me disait qu'il y a des choses qui cherchent à se développer au Québec. Ça prend aussi une résonance internationale. Alors, comment dirais-je? Comment changer d'échelle? Alors, je pense que la première chose, c'est faire exactement ce que vous disiez, madame, c'est-à-dire faire des réunions comme aujourd'hui, faire des réunions comme tu le fais chez toi le 15 juin, c'est ça? Visite apprenante. Ce sont des réunions apprenantes où on va, on s'intéresse, on est curieux, on s'intéresse aux autres, on essaie de comprendre. Tout ça est absolument essentiel. Ça, à mon avis, est absolument essentiel et vous avez tout à fait raison de le mettre en avant. En même temps, si vous voulez, les changements d'échelle ne sont jamais la généralisation du passé. Ah, c'est ça le problème. Les changements d'échelle, c'est jamais 1 + 1 + 1, ça fait tout d'un coup 1000. Non, ça ne marche pas comme ça, la vie. Notamment dans les dynamiques économiques. Les changements d'échelle, c'est des capacités, à un moment donné, à poser le problème économique de manière différente. Et alors, d'engager un système d'acteurs plus large. Il faut les contacter, il faut essayer de les discuter, c'est la base. Mais ce n'est pas suffisant. Les changements d'échelle, c'est des sauts systémiques. Ce sont des sauts systémiques. 2 sauts systémiques importants, de mon point de vue majeur. C'est le passage aux écosystèmes territoriaux. On appelle écosystèmes coopératifs territoriaux, territorial. Parce que dans un espace plus restreint, il y a des liens entre les acteurs beaucoup plus denses que l'on imagine, et là, des capacités à aller dans des logiques intersectorielles au sens passé de l'agriculture à l'eau, de l'eau au service, des ramifications extrêmement importantes. L'ADEME l'a compris tout à fait d'ailleurs, puisqu'on a lancé à Thémis et l'ADEME un programme qui s'appelle Coopter, qui vise à développer des écosystèmes coopératifs. Alors c'est expérimental pour l'instant, certains sont là d'ailleurs dans la salle, soit comme accompagnateurs, soit pilotes de projet. Il y a une petite trentaine de projets engagés, là, à peu près dans toutes les régions, mais c'est extrêmement prometteur, parce que c'est dans les relations, dans les territoires, et je vous dirais, engagez-vous dans vos territoires, dans vos bassins de vie, trouvez des formes d'innovation dans ces relations comme support, et ça changera d'échelle. C'est la première chose. La deuxième dimension du changement d'échelle, c'est un changement d'échelle qui ne passe par un autre moyen, qui est la question que vous avez évoquée, d'ailleurs, monsieur, et je crois aussi, madame, tout à l'heure, c'est-à-dire le fait que tout d'un coup, il y a des prises de conscience. La prise de conscience, elle n'est pas linéaire. Les prises de conscience, elles font des sauts. Le Covid a apporté beaucoup de difficultés, mais a apporté une avancée sur les formes de conscience, de l'importance de ces nouvelles orientations extrêmement importantes. J'habite un tout petit village en Normandie, 170 habitants, pas grand-chose quand même. Écoutez, le Covid nous a permis de nous voir, de nous rencontrer. Aujourd'hui, nous sommes 80 engagés dans l'EFC. Oui, mais c'est ton charme légendaire. Non, ce n'est pas seulement mon charme. Je te remercie d'être galante comme ça avec moi. Mais ce n'est pas ça la question. La question, c'est que justement, le Covid, c'est exactement ce que disait monsieur, ça a changé la donne. Ça a changé les formes de conscience. Alors, bien entendu, après, il faut être outillé pour intervenir. Après, il faut venir avec des véritables méthodologies d'action, des référentiels, façon de poser des questions pertinentes pour ne pas revenir en arrière. Parce qu'on peut avoir en avance et puis on revient en arrière. On revient sur les méthodes traditionnelles d'industrialisation, de recherche des volumes et de globalisation. Ça, c'est bien sûr, on peut, d'ailleurs, ça va revenir en arrière. Mais malgré tout, il y a ces avancées. Il faut saisir ces événements comme des moyens pour changer d'échelle. Faites confiance à l'avenir. Faites confiance dans les gens. Faites confiance en vous-même. Peut-être commencer par ça. Et en commençant confiance en vous-même. Et vous verrez, il y a des opportunités qui s'ouvrent. Saisissez ces opportunités. Et le fruit,
pour pouvoir changer d'échelle. Ce n'est pas l'essaimage, ça ne suffit pas. Prendre les événements, c'est un moyen, faire des sauts que j'appelle systémiques, c'est-à-dire d'envisager les problèmes à une autre échelle que celle qui est actuellement envisageable. Merci beaucoup, Christian. Écoutez, je vous propose, le temps tourne. Et oui, on a pris un peu de retard. Si vous avez quelques questions, c'est le moment. Des questions concises, avec des réponses concises aussi. Il y a un micro qui circule, donc n'hésitez pas à lever la main. Donc c'est Kylian qui vous apporte. Voilà. Florence. Bonsoir. Florence, j'ai une question par rapport au Code des marchés publics qui exige aujourd'hui la mise en concurrence des acteurs. Les élus, qu'est-ce que vous pouvez en dire Oui. Écoutez, les marchés privés prévoient la mise en concurrence des acteurs lorsqu'ils produisent la même chose. Si vous avez des acteurs qui innovent et qui produisent des solutions qui n'ont pas été pensées avant, il n'y a pas de concurrence. Il peut ne pas y avoir de concurrence. Donc la question de la concurrence, elle est rapportée à la standardisation des offres des entreprises. Si les entreprises font des écosystèmes et proposent des solutions inédites, les codes de marché public prévoient de sortir de la concurrence. Oui, mais justement, l'intérêt, c'est de produire et de coopérer, de produire des solutions ensemble. Mais inédites. Inédite, ça veut dire inédite, et aujourd'hui, on n'a pas la possibilité de mettre autour de la table des concurrents. Si. Pour faire autre chose que la concurrence, c'est ce que vous disiez, monsieur, après notre avis. C'est-à-dire, vous pouvez mettre autour de la table des concurrents pour faire autre chose que ce qu'ils font traditionnellement, sur lesquels repose la concurrence, et autre chose dans lequel il n'y a pas la concurrence, il y a des solutions, c'est-à-dire des combinaisons de biens et de services qui sont des combinaisons originales, des combinaisons, des solutions originales de mobilité, des solutions originales d'alimentaire, des solutions originales de soins. Et en engageant cette orientation, en sorte que ceux qui étaient concurrents avant se mettent autour de la table pour coopérer, vous sortez de cette... Non, la législation il demande le à permet. ce que chacun propose sa solution, mais il ne prévoit pas de concertation. C'est parce que vous restez dans la meilleure solution. C'est parce que vous restez dans le modèle ancien. Si vous rentrez dans la démarche de l'EFC, si vous allez travailler avec le club ici, Terre de l'EFC, vous allez voir qu'ils proposent, c'est ce que vous avez dit, ou certains d'entre vous, le pas de côté, je ne sais plus qui a, le pas de côté, c'est-à-dire on pose les problèmes différemment, sur cette base différente, on coopère avec des gens qui étaient avant des concurrents, et des coopérateurs. Et donc, c'est le déplacement des questions et le déplacement des réponses, des réponses que l'on construit qui permet de mettre la concurrence de côté, et la réglementation de la concurrence l'autorise. Je crois qu'il y avait une question là-haut. C'était ça juste, je crois qu'il y a un texte, il y a un livre blanc ou quelque chose comme ça qui a été publié par, je ne sais plus qui, par l'Institut. Et Cyril, il y a un document qui revient sur un certain nombre d'expériences qui ont été menées avec l'ADEME, effectivement, et qui est assez intéressant sur ce sujet-là. Après, se pose la question pour le vivre au quotidien, en fait, si la collectivité n'est pas prête à innover dans son modèle, c'est autre chose. Mais par contre, si elle est prête à innover, généralement, elle peut construire un appel d'offres qui ouvre totalement le champ des possibles. Donc ça, c'est la question, c'est est-ce que la collectivité est prête ou pas à le faire? Mais ça, c'est un enjeu de personne, et ça se travaille bien en amont des appels d'offres, en fait. Est-ce qu'il y a une autre question? J'avais vu une question là-bas, mais a priori, non, j'ai mal vu. Ici. Ah. Oui, bonsoir. Juste une question, le moins mais mieux, pour moi, ça tend à la décroissance. Donc, est-ce que le FC est plutôt à regarder, à être plutôt favorable à la décroissance, ou est-ce que vous vous maintenez qu'il faut une croissance, y compris dans le modèle EFC? Le FC à la fois se sépare de la théorie de la croissance, de l'orientation de la croissance,
Parce que la croissance fait la preuve à l'heure actuelle qu'elle nous mène aux impasses actuelles. Bon. Et on se met aussi à l'écart de la décroissance. Alors, comment? Par ce qu'on appelle l'effet ciseau. Ce que propose l'EFC, c'est la décroissance de l'usage de la matière, la mobilisation de la matière, mais pour créer des solutions, des effets utiles, des dimensions plus immatérielles en croissance. Donc, c'est la décroissance des ressources matérielles, la croissance des ressources immatérielles, c'est-à-dire la création de nouveaux liens. Donc, l'EFC n'est ni dans la décroissance, ni dans la croissance. Si vous êtes uniquement dans la décroissance, vous pouvez vous attendre à des sociétés d'une violence exceptionnelle. Et le devenir, c'est de régresser. Vous aurez des sociétés qui vont s'affronter en interne de manière extrêmement brutale. Si vous restez dans la croissance, vous allez avoir les problèmes écologiques, du point de vue de la biodiversité, comme du point de vue des changements climatiques, que maintenant, qui ont été avérés. Il faut donc éviter ces deux écueils. Pour éviter ces deux écueils, ce que nous préconisons, c'est développer les services immatériels, développer les logiques immatérielles, développer les liens, développer la qualité de la vie, tout en utilisant moins de biens. L'effet ciseau. Pardon? Certains appellent, certains, dans la littérature, on appelle ça le découplage. Est-ce qu'on peut imaginer une croissance immatérielle voilà, en limitant la consommation de matière? Voilà, c'est le découplage et beaucoup aujourd'hui pensent que ce n'est pas du tout possible. Et ceux qui critiquent le découplage, ils ont en partie raison. Parce qu'aujourd'hui, la rentabilité des entreprises est fondée sur le fait que les volumes produits augmentent, ce qu'on appelle l'effet rebond. Vous pouvez toujours mobiliser de nouvelles technologies à partir du moment où la rentabilité des entreprises est fondée sur la croissance des volumes, et vous êtes en prise avec les effets rebonds. Donc voilà, le découplage est impossible. Mais si vous imaginez et vous inventez, c'est ce que nous faisons dans l'EFC, une rentabilité qui n'est pas fondée sur les volumes, qui est fondée sur la décroissance des volumes, alors à ce moment-là, l'objectif de rentabilité devient un moteur de ce découplage. Tout dépend de la façon dont vous abordez le modèle économique, la démarche économique. Alors, on est, si vous voulez, on est biberonné, excusez-moi de l'expression, par 150 ans de logique industrielle et de dynamique industrielle. Taylorienne, puis fordienne, puis depuis les 40 dernières années de la globalisation, financiarisée. Il faut se dégager de ces logiques et inventer des nouvelles logiques qui vont donner un avenir à la manufacture, et pas dans une logique industrielle, dans une logique que j'appelle servicielle, c'est-à-dire qui assure le découplage dont vous parlez, en fondant la rentabilité sur la réduction de l'usage de la matière, mais la croissance des effets utiles des solutions que nous apportons. Est-ce que vous vous rendez compte que dans l'alimentation, juste dans l'alimentation, la chaîne de valeur de l'agglomération, 30% de déchets alimentaires au moment de l'agriculture, de la production alimentaire, 30% de déchets au moment de la chaîne de la logistique, 30% de déchets dans les ménages, dans les frigidaires ou les garde-manger. C'est grossier ce que je vous dis, mais c'est vrai. Quant au fond, c'est-à-dire que la chaîne de valeur engage des déchets considérables. Si vous sortez de la chaîne de valeur, vous pouvez inventer un nouveau modèle économique, qu'on appelle l'écosystème coopératif territorialisé, qui va permettre soit de stabiliser, voire même d'augmenter la rentabilité des entreprises, et en diminuant les déchets et en diminuant l'usage de la matière, là, ici, organique. Allez, une toute dernière question, et là, c'est pour nos amis qui sont très loin de nous. Gaïane, une question? Oui, alors il y a une question. Un peu plus fort, s'il te plaît. La question, c'est quel est le lien avec l'écologie industrielle et territoriale? Alors, voilà. Voilà. En synthétique,
On va dire que l'écologie industrielle territoriale contribue à s'intéresse aux notions de flux. Donc, au sein d'une entreprise, l'EIT, l'écologie industrielle territoriale, s'intéresse aux flux entrés et aux flux sortants. Et s'interroge sur comment est-ce qu'on peut se dire les déchets des uns peuvent être des ressources sur les autres, voir comment est-ce qu'on peut mutualiser des flux entrants pour massifier, ou des flux sortants pour massifier des logiques de traitement de déchets, des choses comme ça. Un jour, j'ai fait l'expérience avec, il n'est pas là, Benoît, de se dire, tiens, présente-moi une entreprise par ton prisme de l'EIT et on va voir ce que ça donne en économie de la fonctionnalité, comment est-ce qu'on pourrait imaginer des innovations. Eh bien, ça ne marche pas. Parce qu'on ne regarde pas la même chose. En fait, en EIT, on regarde ces fameux flux entrants et sortants, et puis alors le cœur de la boîte noire, là, il ne savait pas m'en parler. Et moi, j'ai besoin d'entendre c'est quoi le cœur, c'est quoi le pourquoi de ton métier, c'est quoi le pourquoi de ton métier. Et c'est à partir de ce pourquoi et de à quoi vous servez, en quoi vous êtes utile et vous créez de la valeur, qu'on va pouvoir venir travailler les choses. Donc, en fait, il y a une forme de complémentarité qui est que lorsque l'on s'inscrit dans des logiques de réduction de consommation de la matière, évidemment, que de mutualiser l'achat d'un compresseur, par exemple, et quand tu ne l'utilises pas, je l'utilise, eh ben, c'est génial, la planète s'en porte mieux. C'est une façon d'aller vers des logiques de sobriété, mais ça a des limites parce que l'écologie industrielle territoriale reste dans une logique de modèle économique basé sur de la massification et du volume. Et souvent, j'entendais sur des formations en EIT des moments où le formateur se dit bah là, il y a une espèce de plafond de verre. Bah oui, ton plafond de verre, c'est le modèle économique dans lequel tu es. Et il y a besoin de faire un saut systémique, ce fameux saut systémique que permet de l'économie pour dire sortons de cette logique de volume et allons vers une approche de service, la servicialisation. On est bon? Ça va? Oui, on est bon. Écoutez, super, super. Moi, je crois qu'on est. Alors, en fait, c'est pas vraiment fini. Nous, on va sortir, mais vous restez là, ok? Encore un tout petit peu. Il y a Amanda qui va revenir. Voilà.
Merci de votre attention. Et puis, je tenais à remercier ce soir tous les acteurs de la soirée. Donc, la régie en haut, je vous remercie d'applaudir. Le son. Bien sûr, la grainerie qui nous a accueillis ici. Évidemment aussi Aude, Géva, nous a accompagnés. Amanda, suspendue au bout des cordes. Et puis également, merci aussi à ceux qui ont contribué à la soirée, qui sont un peu plus dans les coulisses. On a entendu tout à l'heure Gaïane Collet, qui est en contrat d'apprentissage avec nous, que je tiens à remercier pour son engagement. Kylian Viscaros, que je vois ici aussi, qui était là avec nous. Et puis Elodie aussi, également, voilà, auquel vous avez vu sur scène. On vous invite à continuer la soirée et à échanger autour d'un buffet qui se trouve à l'extérieur. Un grand merci pour votre attention. Bonne soirée.